Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Barbara Pompili, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Gilles Leclerc de Public Sénat. Merci d'être avec nous ce matin également. Barbara Pompili, au bout de 4 ans, on a un président de la République qui dit « ça va mieux ». Quand on regarde l'actualité française, entre un gouvernement qui n'arrive pas à faire passer une loi avec sa propre majorité et des manifestations dans toutes les villes, parfois violentes d'ailleurs, on se demande vraiment si ça va mieux. Alors est-ce que ça va vraiment mieux ? Ça dépend de quoi on parle. On voit aujourd'hui, et je crois qu'il faut s'en réjouir parce qu'on sort d'une crise économique très dure et les indicateurs, l'investissement, la reprise de la consommation, l'emploi montrent qu'on repart dans la bonne direction. C'est loin d'être gagné, c'est loin d'être installé, mais en tout cas, ce qu'on appelle les indicateurs économiques montrent que la reprise de l'activité est en train de se faire. Mais après, il y a aussi un climat social. Là, vous constatez que ça ne va pas mieux. Et surtout un climat politique où là, on ne peut que constater malheureusement que la démocratie est aujourd'hui dans une situation extrêmement délicate. Et il faut prendre l'affaire au sérieux. Comment vous expliquez ce climat politique à l'intérieur de votre famille au sens large, à l'intérieur de la famille de la gauche? C'est une gauche fracturée au bout de 4 ans. L'utilisation d'un 49.3, quand même sur un texte important, destiné a priori à améliorer la situation de l'emploi. Comment vous expliquez ça ? Je pense qu'on aura un moment où il va falloir faire un bilan de tout cela. C'est encore un peu tôt, sauf que ce que je constate, c'est que le recours au 49.3, qui est un outil qui a déjà été utilisé de nombreuses fois, mais qui n'est évidemment pas un outil qu'on utilise de gaieté de cœur. C'est pas n'importe quel texte. Absolument, montre qu'aujourd'hui, nous avons énormément de mal dans ce pays et dans la majorité à nous unir pour réformer. On voit que toutes les tendances aujourd'hui sont à l'union contre, mais pas à l'union pour construire. Et malgré tous les efforts qui sont faits pour essayer de créer du consensus, pour essayer de concerter au maximum ce texte, plus personne ne peut dire honnêtement qu'il n'y a pas eu de la concertation, de la contestation il y en a, qu'il n'y a pas eu des évolutions et pas marginales, des évolutions dures. On va revenir sur le texte. Véronique Jacquier. Mais d'abord, le recours au 49.3, une partie de la gauche appelle maintenant à la censure. Vous pensez qu'il peut y avoir une union des communistes, des écologistes, des socialistes frondeurs ? C'est possible ? Alors, de certains, surtout certains écologistes. Mais une motion de censure qui viendrait de la gauche ? Alors, une motion de censure qui viendrait de la gauche, d'abord, il faudrait qu'il trouve 58 députés pour pouvoir déposer cette motion de censure. Et après, quel est le but ? Parce qu'il faudrait que ce soit voté. Donc, pour que ce soit voté, il faudrait que ce soit voté, y compris avec la droite. Qu'est-ce qu'on veut construire derrière cela ? Parce que quand on fait une motion de censure, c'est pour renverser un gouvernement, c'est pour en construire un autre. Sauf que les personnes qui veulent faire cette motion de censure, de gauche je parle, dénoncent une loi qui ne serait pas assez de gauche, trop libérale, etc. Je conteste ce qui est dit là, mais ils veulent voter une motion de censure et essayer donc de reconstruire avec la droite qui, elle, a des propositions qu'elle commence à affirmer de plus en plus, d'ailleurs dans la campagne de la primaire, qui sont des propositions extrêmement libérales économiquement, et donc ils vont bien plus loin que ce que la loi El Khomri peut faire selon ce qu'ils disent. Donc on voit bien que là, il y a une impasse. On est dans une impasse de construction politique. Comment on sort de cette impasse ? Parce que vous faites un bon constat, probablement partagé. Vous êtes ministre de ce gouvernement, mais à qui la faute ? C'est un peu ça qu'on a envie de vous demander ce matin, finalement. Pourquoi en est-on arrivé là ? Je crois qu'il y a une conjonction. Mais on voit aujourd'hui qu'on a une partie de la gauche, moi ça me désole, qui n'est plus dans l'esprit de construction. Qui, quelque part, pour des raisons bonnes ou mauvaises, est en train de mettre en scène la défaite de la gauche de l'année prochaine, en se disant « mais c'est pas grave, on va travailler pour le coup d'après ». Moi, je suis consciente d'une urgence que nous avons à agir, et de dire c'est pas grave, on fait des coups politiciens pour laisser le coup d'après, pour repenser au coup suivant, c'est quelque chose que je ne peux pas entendre. Et donc qu'il n'y ait même pas une tentative de réunir la gauche, les écologistes pour construire ensemble quelque chose,
y compris en prenant acte des difficultés, y compris en prenant acte qu'aujourd'hui, il y a des divergences politiques. Mais au moins pour avancer, là, on a l'impression qu'on est dans une entreprise de destruction mais est-ce que, totale. oui, d'accord, non, mais ça c'est la gauche. Mais est-ce qu'on n'est pas à l'aune d'un 49-3 social? Parce que au bout de 4 ans, ce n'est quand même pas très brillant. On a vu l'échec sur la déchéance de la nationalité. Maintenant, 49-3 sur la loi travail. Selon le baromètre fiducial des TPE, la loi El Khomri est incomprise par les petits patrons. Donc il n'y a pas qu'une partie de la gauche. Alors incomprise, et puis aussi cette loi a quand même fait l'objet d'un certain nombre de modifications. Moi je vous mets au défi de, peut-être pas vous qui avez bien étudié la loi, mais de faire dire aux gens exactement ce qui est dans la loi maintenant et ce qui n'y est plus. Et d'ailleurs, et c'est assez symptomatique de ce que je vous disais avant, quand on interroge les Français pour leur dire est-ce que vous êtes pour ou contre la loi El Khomri, une immense majorité qui vous répond on est contre. Quand ils sont interrogés un à un, une à une, sur les mesures qui sont contenues dans la loi, là, ils sont plutôt d'accord. Alors, justement, sur quel texte vous allez travailler maintenant? Est-ce que c'est le texte initial sur le projet de loi travail ou c'est le texte qui a été amendé en commission des affaires sociales? Alors voilà, d'abord, c'est effectivement, vous avez tout à fait raison de poser cette question. Le texte qui va être donc voté par le biais du 49.3 est un texte qui a été modifié plusieurs fois. Modifié d'abord avec les partenaires sociaux, donc qui a réussi à devenir un texte que notamment la CFDT a beaucoup aidé à améliorer, ou la FAGE, les jeunes, ont beaucoup aidé à améliorer. Puis il a été amélioré encore en commission à l'Assemblée nationale, puis là, il va être adopté en prenant des amendements, puisque le 49.3, c'est que le gouvernement décide quels amendements il intègre dans le texte. Là, le Premier ministre a annoncé qu'il allait intégrer plus de 460 amendements, encore. 469. 469, exactement, qui vont donc encore améliorer le texte, qui répondent à un certain nombre d'inquiétudes, notamment sur le droit à licencier quand il y a des difficultés économiques. Là, ce sera apprécié au niveau d'un groupe, au niveau mondial et plus seulement au niveau français. On redonne aux partenaires sociaux la main sur la question de la taxation des CDD. Il y a de nombreuses améliorations qui sont remises dans le texte, notamment sur le travail saisonnier, sur le handicap, etc. Donc c'est un texte profondément changé qui va aujourd'hui être adopté. Mais c'est surtout que ce 49.3, il est employé parce qu'il faut sortir d'un blocage. La crise de confiance dans les politiques, elle est aussi due au sentiment qu'ont les gens que les politiques n'arrivent pas à réformer. Ben là, c'était le choix entre, encore une fois, être dans l'immobilisme et renforcer cette idée qu'on ne peut pas réformer. Et puis, écoutez, on avance parce que le droit du travail... Mais vous ne pensez pas que le gouvernement puisse tomber sur cette affaire avec le 49.3 ? Écoutez, on verra. Je suis une ex-parlementaire, donc je considère que quand on donne la parole aux parlementaires, on les laisse s'exprimer. On verra bien. Mais en tout cas, le choix d'avancer, de réformer, alors qu'on voit bien que le droit du travail dans notre pays doit être amélioré, doit s'adapter au monde dans lequel on vit pour protéger les salariés. Écoutez, il fallait en arriver là. C'est vraiment très dommage, mais au moins on avance. Barbara Pompili, donc ex-parlementaire, mais secrétaire d'État à la biodiversité, notre invitée dans cette matinale d'info. Deuxième thème d'actualité important, Denis Baupin, accusé de harcèlement et poussé à quitter son mandat de député. À vos yeux, pourquoi ces affaires qui datent, au fond, au moins pour plusieurs, sortent maintenant ? Écoutez, je ne sais pas. Je me suis très peu exprimée sur la question. D'abord parce que je suis vraiment tombée des nues quand j'ai appris tout ça, parce que je me suis demandé ce que mon témoignage pourrait apporter à l'avalanche de commentaires que j'ai entendus depuis 2 jours. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'ai jamais été témoin, directement ou indirectement, de faits de harcèlement ou d'agression que Denis Baupin aurait pu faire. Donc, je ne pouvais pas apporter de témoignage en ce sens. Il n'est absolument pas question... Mais les langues se délient maintenant, et au sein du Parti des Verts, tout le monde dit, tout le monde savait. Oui. Bon, alors tout le monde savait, manifestement pas tout le monde, ou alors si les gens savaient, il faut quand même se poser un certain nombre de questions. Maintenant, des femmes parlent, elles portent des accusations très lourdes. Est-ce que ça ne sent pas le règlement de compte au sein du parti ? Écoutez, sincèrement, vous l'avez quitté ce parti, vous le connaissez bien, Barbara Pompili. Je connais très bien ce parti. Je peux avoir un sentiment personnel sur la chose. Simplement, jamais, je ne voudrais couvrir des agressions sexuelles. Jamais. Il y a des accusations graves à l'Assemblée nationale, a dit Cécile Duflot.
Ah oui, enfin en tout cas des Denis Baupin tels que je le connais, c'est-à-dire des personnes qui ont tendance à être un petit peu dragueuses, charmeuses, parfois. Vous pensez que c'est dans ce sens-là qu'elle en a lourd. parlé, Cécile Duflot ? Je ne sais pas, je ne parlerai pas à la place de Cécile Duflot, mais des personnes comme ça, une ambiance, un peu de drague quand on est une femme, c'est quelque chose qu'on ressent depuis longtemps. Et c'est vrai que moi, quand on me dit « Ah, mais Denis Baupin draguait beaucoup, était un peu lourd, pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé ?» Mais d'abord parce que pour moi, je ne me suis jamais sentie victime de ces différentes des avances qu'il aurait pu faire. Je ne me suis jamais sentie comme ça. Et puis, c'est tellement répandu que peut-être que d'ailleurs on finit. D'où l'interrogation sur le fait que ça sorte maintenant chez les Verts et la question que vous pose Cyril sur le pourquoi maintenant et l'idée du règlement de compte. Enfin, vous comprenez bien que quand des femmes expriment des souffrances, que quand des femmes expriment, accusent sur des faits aussi graves, il y a une hiérarchie des priorités. Et la priorité d'abord, c'est d'entendre ce qu'elles disent, de le prendre au sérieux. Mais aussi, et c'est aussi très important, il faut aussi reconnaître des droits à Denis Baupin, de pouvoir y répondre et de pouvoir se défendre. Doit-il démissionner pour mieux se défendre? Il attaque en diffamation, il dit que c'est faux, hein, que ces accusations sont fausses, il attaque en diffamation, mais doit-il démissionner de son mandat de député pour mieux se défendre? Écoutez, ce que je constate, c'est Quel conseil vous pourriez lui donner? On est mercredi matin. Cette affaire, elle est sortie lundi matin. Lundi midi, il n'était plus vice-président de l'Assemblée nationale. Lundi soir, il quittait le groupe écologiste à l'Assemblée nationale pour justement prendre du recul. Mardi, la justice était saisie des deux côtés, c'est-à-dire que la justice en est elle-même emparée et puis Denis Baupin a porté plainte. Écoutez, je crois qu'il y a au moins une chose qu'on peut reconnaître dans cette affaire, c'est que par rapport à une époque où on étouffait tout, là, en 2 jours, il y a quand même eu des actions très claires qui ont été prises. Maintenant, est-ce que moi, je ne participerai pas à une forme d'acharnement contre Denis Baupin, tout simplement parce que la justice est saisie et je crois que c'est une excellente chose parce que des affaires aussi graves ne peuvent pas se résoudre dans des commentaires de café du commerce au bout d'un moment, parce que au bout d'un moment, ça va être le témoignage des uns, de ci, de là, et dont on ne peut pas sortir hors une voie judiciaire. Et donc, que la justice soit saisie, c'est bien. Ça va permettre aux personnes qui disent avoir subi ces harcèlements de pouvoir s'exprimer, de pouvoir avoir des réponses. Ça permet d'exercer les droits de la défense qui sont quand même des droits élémentaires dans notre pays. Je crois que c'est maintenant, il faut laisser ça aux mains de la justice. Gilles Leclerc, avec la situation des Verts. Oui, Barbara Pompili, cette affaire abîme encore un peu plus l'image de la famille politique à laquelle vous avez appartenu. C'est quoi le débouché? Comment ça va se passer pour, la visibilité écologie dans les mois et les semaines qui viennent, notamment compte tenu des échéances? C'est quoi la planche de salut? Je crois que là, on est sur 2 questions différentes. Il y a la question d'une forme d'omerta qui existe dans le monde politique sur les violences sexuelles. Ce parti est à l'agonie. Comment on en sort? Voilà, mais encore une fois, il n'est pas à l'agonie à cause des problèmes de qui arrange quand même l'image de violence sexuelle. Oui, mais alors, attention, moi je dis tout simplement que c'est la classe politique dans son entièreté qui est touchée par ces questions d'un machisme latent qui existe depuis toujours. Et c'est loin d'être le cas seulement chez les écologistes. En revanche, la famille écologiste aujourd'hui est une famille complètement éclatée. Europe Écologie Les Verts, moi je lui dénie la capacité à représenter l'écologie dans ce pays. Donc aujourd'hui, quand on parle d'écologie, on dit les Verts. Maintenant, en 2017, qui va représenter l'écologie, tout simplement, à la présidentielle? Écoutez, je ne sais pas. À ce stade, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut qu'il y ait un candidat écologiste à la présidentielle. Pour moi, c'est un peu tôt. Moi, je suis secrétaire d'État à la biodiversité. J'ai 1 an pour travailler. Justement, je suis plutôt là-dedans. Mais de toute façon, comme on parlait tout à l'heure des énormes divisions au sein de la gauche, si la gauche et les écologistes veulent
envisager d'avoir une chance de faire quelque chose en 2017, il faudra travailler sur un socle commun pour avancer ensemble. Barbara Pompili, un mot de la biodiversité, parce que c'est très important. La loi est examinée en ce moment au Sénat, elle est passée en commission, et elle a été quand même pas mal étriée, puisque les sénateurs sont revenus sur la décision d'interdire les pesticides tueurs d'abeilles. Voilà, pour l'instant, il n'en est plus question. C'est quand même grave, non? Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Oui, parce que là, on est typiquement sur un sujet de fond de biodiversité. Oui. Parce que quand on parle de ces pesticides tueurs d'abeilles, on touche à ce qu'on appelle les pollinisateurs, qui sont absolument essentiels. Alors, parce qu'on nous dit, bon, il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus d'abeilles. Et s'il n'y a plus d'abeilles, on ne peut plus polliniser les fruits, notamment, où il y a un certain nombre d'espèces qui font qu'on perd une capacité à nous nourrir. C'est-à-dire qu'il faudrait remplacer cela, ça coûterait extrêmement cher, et ça a des conséquences en cascade. Non, mais donc, que ce soit retoqué en commission, donc que ce ne soit sans doute pas étudié en deuxième lecture. On voit bien que sur ces sujets-là, la question de la préservation de notre environnement, de notre avenir, qui est une préservation de plus ou moins moyen et long terme, est toujours empêchée par un certain nombre de lobbies qui voient à court terme et qui nous disent non, il ne faut pas faire ça. Chasseurs, parce que par exemple, l'Office national de la chasse n'est pas dans l'Agence française de la biodiversité, par exemple. Attention, ne mélangez pas tous les sujets, parce que sur les néonicotinoïdes, les chasseurs se sont exprimés clairement pour une interdiction. En revanche, il y a des inquiétudes du monde agricole que moi j'entends, qui nous disent mais on ne va pas s'en sortir si on interdit les néonicotinoïdes. Eh bien écoutez, ce que je peux vous dire maintenant, c'est que le gouvernement lui-même a été très très divisé sur cette question. Eh bien, nous avons réussi avec Stéphane Le Foll à trouver un compromis qui est un amendement que nous allons déposer qui permet l'interdiction des néonicotinoïdes en donnant une petite marge de temps pour les agriculteurs, pour qu'on les accompagne dans des démarches alternatives, parce qu'effectivement, on ne peut pas laisser les agriculteurs face tout seuls à gérer les conséquences d'une décision politique. Barbara Pompili, Ségolène Royal a annoncé qu'elle allait examiner juridiquement comment barrer la route à EDF et à Engie intéressés par du gaz américain. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce? C'est une bonne annonce. C'est une bonne annonce, parce qu'on ne peut pas prendre des décisions sur l'orientation de la politique énergétique de notre pays et puis laisser un certain nombre d'entreprises, dont une quand même dont l'État est actionnaire, prendre des décisions d'importation de gaz de schiste, même si c'est pas que du gaz de schiste, c'est des mélanges, mais enfin peu importe, qui vont en totale contradiction avec les engagements que nous avons pris de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc face à cela, Ségolène Royal a pris une décision qui me paraît une décision sage, c'est-à-dire de regarder quels sont les moyens pour qu'on puisse éviter ce genre de choses qui font effectivement très mauvais genre. Merci Barbara Pompili, secrétaire d'État chargée de la biodiversité, d'avoir été l'invitée de cette matinale d'info. On passe à l'analyse de l'actualité, mais aussi de vos propos avec les éditorialistes dans un instant. Merci, bonne journée. Voilà, bonjour Yves Tréhard du Figaro, bonjour Denis Jambard. Bonjour Cyril. Vous revoilà donc. Et oui, nous n'avons pas quitté le territoire. Voilà, moi, quelques jours. Oui, on va y revenir. On passe au débrief donc dans cette partie de la matinale d'info. La loi travail, Manuel Valls dégaine le 49.3 face à une conjonction d'opposition, on pourrait dire. Alors, Yves Tréhard, qu'est-ce qui va se passer à l'Assemblée nationale demain? Écoutez, je pense qu'on est dans un psychodrame absolu où il y a plus d'arrière-pensée politique que de réflexion sur le fond, parce que ce qui est terrible, c'est que cette loi travail, le projet de loi était ambitieux, c'était un projet de loi, certes, qui était assez peu de gauche dans son état d'esprit, enfin dans son esprit, mais c'était un projet de loi qui avait le mérite au moins de prendre la problématique du chômage et du retour à l'emploi de front. Là, il en reste rien de ce projet de loi. Alors se batailler tels qu'ils le font comme des chiffonniers pour un texte qui est vidé de sa substance, c'est un peu dommage. Donc là, on est dans la politique, dans la petite politique politicienne avec le calcul. Je pense néanmoins, si on fait justement précisément les calculs, que normalement,
normalement, la motion de censure ne devrait pas faire tomber le gouvernement. Voilà. Sur le pronostic, je suis assez d'accord. Je pense que ça ne devrait pas passer, la motion de censure. En revanche, je suis un peu en désaccord avec ce que dit Yves sur le fond. Parce que je pense que dans cette loi, même si l'opposition a déposé une motion de censure, elle ne reviendra pas sur un certain nombre de dispositions qui vont être adoptées par 49.3. Notamment le passage de la branche à l'entreprise, le référendum. Mais ça y est dans le dernier texte. Oui, ça y est dans le dernier texte. Oui, c'est vrai. Ça n'est pas rien. C'est pas rien. Le référendum et la redéfinition aussi des conditions du licenciement Pas aussi économique. dévitalisée que ça, cette loi. C'est ce que vous Elle est dites. dévitalisée de beaucoup de choses, mais Beaucoup sur de ces choses, quand points-là qui ne sont loin d'être négligeables et qui étaient ce que voulait le MEDEF, elle est assez défavorable aux PME en revanche. Bah voilà. Mais pour les très grosses entreprises, elle est très favorable. Et l'emploi vous n'entendez pas M. Gattaz hurler. C'est pas Gattaz qui fait le solfège de l'économie française, et Non, malheureusement. je suis d'accord. Malheureusement, sur les PME, depuis le début, je dis que c'est une loi pas très bonne. Les PME qui bénéficiaient de davantage de liberté dans le texte initial, notamment avec le forfait jour, eh bien, se sont vus refuser. Voilà. Alors, Mais sur pour le- le reste, reconnaissez que la droite ne reviendra pas là-dessus. Non, Yves j'espère. Tréhard, sur le plan politique, Oui. Barbara Pompili, qui était donc notre invitée ce matin, la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, a dit qu'il n'y ait même pas une tentative de réunir la gauche et les écologistes pour avancer. Ça me choque. Ça veut dire que tout ça s'est éclaté définitivement. On voit bien que la gauche est éclatée. D'abord, les écologistes et les classes à gauche. Bon, c'est vrai que l'écologie en France, elle est beaucoup de gauche. Mais c'est vrai que depuis le début, si vous voulez, de ce quinquennat, on voit bien que la gauche est complètement éclatée. On va les prendre un par un et très vite. Vous prenez la gauche de la gauche. Monsieur Mélenchon, depuis le début, il a dit qu'il ne faisait pas cause commune avec la majorité. Après, à l'intérieur du Parti socialiste, le Parti socialiste, eh bien, il est, je dirais, explosé en 3 tiers. Un tiers de frondeurs, c'est-à-dire la gauche de la gauche. Un tiers de députés qui sont pas trop d'accord avec une politique sociale libérale telle que voudrait la conduire Monsieur Valls, et puis un petit tiers autour de Valls. Voilà, et le problème de François Hollande, c'est qu'il n'a jamais réussi à faire la synthèse, et que cette synthèse, finalement, eh bien, elle a été contre-productive. Pourquoi ? Parce qu'il leur a proposé depuis le début un programme de gauche, et toute sa politique depuis 2 ans, c'est une politique, justement, qui est en rupture avec ce programme de gauche. Denis Jeanbart, Myriam El Khomri vient de déclarer sur France Info qu'il était inconcevable pour elle que des députés de gauche puissent joindre leur voix à des députés de droite. Voilà, il y a un paradoxe parce que Elle a même dit dérouler le tapis rouge. Oui, non, mais dans la première mouture de la loi, Manuel Valls comptait sur les votes de la droite pour la faire passer. Maintenant, il critique des gens qui vont... Ceci dit, c'est un méli-mélo auquel on ne comprend plus grand-chose et qui renvoie à ce que vient de dire Yves sur l'explosion, au fond, du Parti socialiste. Mais je crois qu'il y a autre chose de plus grave. C'est que l'usage du 49.3 est en contradiction totale avec les déclarations du chef de l'État sur la nécessité du dialogue social et sur le rassemblement. Et en réalité, et même sur le fond de la loi qui prône maintenant le référendum et le dialogue dans l'entreprise. Donc, si vous voulez, on fait exactement le contraire de ce que l'on prône sur le fond. Et donc, je pense que ça va contribuer à désagréger encore plus l'image du chef de l'État. François Hollande qui a toujours été contre le 49.3 quand il était dans l'opposition, évidemment. Alors, Barbara Pompili sur Denis Baupin, l'affaire Baupin, vous l'avez trouvé comment ? Moi, je l'ai trouvée excellente. Parce que c'est vrai que le tribunal médiatique juge a déjà condamné. Et ce qu'elle a dit, eh bien écoutez, je la rejoins complètement. Laissons la justice trancher de cette affaire-là, comme dans beaucoup de choses, comme dans beaucoup d'affaires. Le tribunal médiatique, comme on dit maintenant, ou quand même à le dire Yves, eh bien tranche avant que la justice ne tranche. Et je rappelle que la mise en examen avait été mise en œuvre précisément pour bannir le mot culpabilité avant qu'on ne soit jugé. Bannir le mot inculpé, d'ailleurs. Inculpé, voilà. Oui. Voilà. Cécile Duflot, elle dit il y a beaucoup de Denis Baupin à l'Assemblée nationale. On n'a pas compris cette déclaration. Dans quel sens il faut la lire, Yves Tréhard ? Elle veut dire qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont des gestes déplacés comme ceux qui sont reprochés à Denis Baupin, et que Denis Baupin doit se défendre. Harcèlement et passage à l'acte, il y a quand même... Oui, enfin bon, il y a des marges. Cécile Duflot à l'Assemblée nationale, j'en sais rien, moi. Si vous voulez, moi j'en ai assez de ça, je vous l'avais dit à l'occasion des Panama Papers, le tribunal médiatique. C'est vraiment la pire des choses, c'est ce qui détruit une démocratie, entre nous soit dit. Donc,
Les faits qui sont reprochés à Denis Baupin sont d'une grande gravité. Laissons, et je suis heureux de voir qu'une enquête préliminaire a été ouverte. C'est à la justice de faire ça. C'est pas aux journalistes de se transformer il nous reste très peu de temps. en procureur et en accusateur. Rapidement, la une de ce matin, Denis Jeanbart, vous revenez des États-Unis, c'est une sur Cannes, c'est Woody Allen qui ouvre le festival, on le sait. Est-ce que les Américains sont fous de Cannes toujours ou pas? Non, écoutez, Hollywood est toujours attiré par Cannes et il n'y a qu'à voir le plateau de grandes personnalités du cinéma américain qui se rend à Cannes cette année. Merci. Le Figaro, la une, c'est une sur Alain Juppé. Oui. Vous êtes les seuls dans l'actualité, on ne parle pas de lui ce matin. Il a fait une conférence de presse hier pour présenter son livre, son 3e volet de programmatique sur l'économie, très intéressant. Et on en a profité pour comparer ce que dit une offensive libérale, hein, vous titrez. Oui, parce que visiblement, il s'est libéré de beaucoup de carcans. Et on en profite pour comparer avec Le Maire, avec Fillon, avec Sarkozy. Merci beaucoup Yves Traer, merci beaucoup Denis Jeanbart. Demain, un invité exceptionnel dans cette matinale d'info, le révérend Jesse Jackson, une figure des droits civiques américains qui a été plusieurs fois candidat aux élections primaires. Merci à tous, à demain 8h avec Jesse Jackson sur Public Sénat.